Jumia Black Friday dikkati na c'est du 6 au 30 novembre jusqu'à 80% de réduction. Hey, Faral Mali. Aram Touré, c'est à vous. Merci bien. Chérif Diop, il est le chef de la chaîne emploi et opération de l'état-major de la gendarmerie nationale. Bonsoir mon colonel, merci d'être là. Bonsoir. La journée des forces armées, célébrée ce 10 novembre, c'est censé être une fête pour les forces de défense et de sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, le cœur est à la fête? Oui, mais enfin, si vous voulez, on peut l'appeler une fête. Mais moi, je la considère plutôt comme un moment d'introspection, mais également un moment d'échange entre les forces armées et la nation sénégalaise. Et à chaque journée des forces armées, son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Président Macky Sall, il choisit un thème qui est mis en exergue, en relief, parmi les missions des forces armées. Et cette année, le thème, c'est Forces armées et protection des frontières. Qu'est-ce qui explique ce choix? Alors, ce choix, la pertinence de ce choix? Ce choix est très pertinent à plus d'un titre. J'en veux pour preuve, d'une part, nous avons assisté pendant les mois derniers, n'est-ce pas, à des mesures de lutte, de protection de nos frontières, plus précisément dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie Covid-19. Et à cette occasion, la protection des frontières était importante pour implémenter la stratégie qui avait été définie par le gouvernement, n'est-ce pas, pour faire reculer la pandémie. Et dans cette protection des frontières, les forces de défense et de sécurité, la gendarmerie, les armées, la police et toutes les forces de défense et de sécurité ont joué un très grand rôle, n'est-ce pas, pour préserver notre pays, n'est-ce pas, donc de l'importation donc de la maladie. À d'autres titres également, vous assistez actuellement à, n'est-ce pas, à des mouvements donc de départ donc vers l'immigration clandestine. Ça veut dire que ce sont des gens qui cherchent à sortir de façon irrégulière de nos frontières, et c'est également le rôle des forces de défense et de sécurité de faire en sorte que ces personnes ne franchissent pas nos frontières en dehors en tout cas des points de passage réguliers. Oui, alors mon colonel, la question c'est de savoir comment est-ce qu'on pourrait aujourd'hui définir les armées sénégalaises. Ça c'est une question complémentaire pour illustrer certainement. Nous avons été tous frappés par le concept armée-nation. Nous, Sénégalais, c'est le choix du Sénégal de s'inscrire dans une armée-nation, concept. Aujourd'hui, est-ce que ce concept s'étiole, s'agrandit, ou il faut avoir d'autres ouvertures liées aux évolutions sociétales? Alors, les forces armées sénégalaises donc, sont plus que jamais ancrées dans leur vocation première. À ce titre, je veux d'abord rappeler l'article 1er de la loi 70-23 du 6 juin 1970 portant organisation de la défense nationale, qui dit ceci: la défense a pour objet d'assurer en tout lieu et en toutes circonstances et contre toutes les formes d'agression la sécurité et l'intégrité du territoire ainsi que la vie de la population. La vocation des forces armées ne s'est jamais détournée de cet objectif. Et toutes les politiques publiques de sécurité qui sont définies, dont les objectifs sont définis par le président de la République, concourent à cet objectif. Et les forces armées aujourd'hui, que ce soit les armées de terre, de l'air et de mer, ou de la marine et la gendarmerie, sont plus que jamais équipées et renforcées également en effectif pour pouvoir atteindre cet objectif. Si on s'arrête sur la question de l'immigration irrégulière, on a vu que la Grande Côte est souvent le point de départ des passeurs. Qu'est-ce que la gendarmerie a mis en place comme dispositif pour pouvoir les dissuader? Alors, il faut rappeler que la mission de la gendarmerie, telle que le définit l'article 1er du décret 74-571 portant règlement sur le service et l'emploi de la gendarmerie, dit que la gendarmerie a pour vocation d'assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. Donc, à partir de ce moment, le dispositif de la gendarmerie sur le territoire a pour vocation à
maintenir, assurer la sécurité publique sur l'ensemble du territoire, jusqu'aux zones les plus éloignées, et en particulier sur la frange maritime qui est concernée par les départs pour l'immigration. Donc depuis Saint-Louis, en passant par Lompoul, par Kayar, par Yen, par Mbour, par Joal, Nianing, jusqu'en Casamance, c'est-à-dire au Cap Skirring, vous avez des brigades de gendarmerie qui sont des brigades mixtes en quelque sorte, c'est-à-dire qui ont une vocation à la fois terrestre et maritime, qui contribuent en tout cas à la surveillance des côtes et qui luttent contre cette immigration clandestine. Est-ce qu'on peut avoir des chiffres, le nombre d'arrestations ou de personnes interpellées par rapport à ces opérations qui sont déroulées? Absolument, absolument. Il y a des chiffres qui corroborent en tout cas l'efficacité de notre action dans ce domaine. Alors, en termes d'émigrants clandestins qui ont été interpellés, on en compte 361 à ce jour et 23 passeurs, c'est-à-dire des organisateurs qui ont été interpellés, et 9 qui sont encore recherchés par nos services dans le cadre des enquêtes qui ont été ouvertes. Et vous avez les moyens pour faire ce travail-là, en termes de ressources humaines et également de logistique? Mais absolument, c'est-à-dire la stratégie qui est définie au sein de la gendarmerie par le haut commandant de la gendarmerie, le général de division Jean-Baptiste Sine, c'est de mettre les moyens au service de l'objectif qui est poursuivi. Donc il y a une cohérence capacitaire dans le cadre de nos actions dans ce domaine, et cette cohérence capacitaire, elle commence d'abord par le cadre institutionnel. Depuis le 20 octobre, le président de la République a signé le décret 2020-2040 portant organisation du service de la gendarmerie et les attributions des autorités de commandement, qui consacre la création d'une légion de gendarmerie maritime et fluviale, d'une légion de gendarmerie de l'air et des transports aériens, outre la création d'unités de surveillance et d'intervention, principalement dans les espaces frontaliers. Et ces unités et tout ce programme-là fait l'objet d'un plan stratégique qui permet, suivant les années budgétaires, donc sur une programmation définie, notamment à l'horizon 2025, d'atteindre une certaine capacité, notamment en personnel. Vous l'avez entendu le président dire qu'il ambitionne de porter la gendarmerie à 20 000 hommes à l'horizon 2025, mais cela s'accompagne également d'équipements adéquats. Alors, pour revenir un peu sur le thème choisi cette année, l'histoire du terrorisme, on sait qu'il y a une constante pour toutes les armées, c'est de sécuriser le territoire. Pour le cas du Sénégal spécifiquement, les armées sénégalaises font face à quoi par rapport à ce fléau mondial, spécifiquement? Alors, le Sénégal est dans un espace régional, donc qui est marqué par beaucoup de conflictualité, notamment dans certains de nos pays frontaliers. Donc face à cette menace qui est une réalité, nous ne pouvons pas dénier la réalité de cette menace, de ce risque terroriste. Mais nous avons pris des mesures de longue date, des mesures préventives, des mesures d'anticipation. Je vous ai parlé tout à l'heure parce que l'intervention dans le cadre de la protection, la sécurité du territoire, elle est basée sur un principe de subsidiarité. Il y a les armées qui interviennent, la gendarmerie qui intervient, et chacun a un rôle bien défini. Ces rôles se complètent. Et ça, jusqu'à ce jour, donc l'ensemble des forces de défense jouent, en tout cas à merveille, je touche du bois, comme on dit dans nos traditions, leur rôle dans le cadre de la prévention, de la lutte contre le péril terroriste. C'est un cadre organisé qui existe ou c'est tout simplement des efforts qui sont coordonnés de loin? Ah non, 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 c'est un cadre. Le président de la République a créé le cadre interministériel d'intervention, de coordination des opérations de lutte antiterroriste. Vous le savez très bien, et qui est un cadre interministériel, qui est, si je ne m'abuse, dans la sous-région, en tout cas, une forme d'organisation de lutte qui est inédite et qui fonctionne très bien parce que le chef d'état-major, le coordonnateur actuellement, c'est un officier général des armées, le chef d'état-major, c'est un officier de la gendarmerie, et les chefs de division donc de cet outil
interministérielle par excellence, donc proviennent des différentes forces de défense et de sécurité. Mais même au niveau des frontières, il y a ce qu'on appelle également les CRCO qui sont organisés autour du gouverneur de région et qui coordonnent l'action des forces de défense et de sécurité. Donc c'est loin d'être une intervention isolée de chacun, mais c'est très bien coordonné. Alors, mon colonel, vous avez parlé d'une coopération que le Sénégal est dans la logique d'une coopération par rapport à cette mission contre le terrorisme. Nous vivons dans une région extrêmement qui vit justement ce terrorisme. Alors, par rapport à l'expertise du Sénégal, par rapport à la situation géographiquement parlant, aujourd'hui nous sommes encore épargnés, on touche du bois, la porosité des frontières n'est pas encore une réalité chez nous. Comment transférer peut-être cette compétence ou ce métier aux voisins pour se sécuriser? Oui, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que ça va simplement me permettre de vous dire ce qui se fait dans ce domaine. Vous savez, la coopération que le Sénégal mène dans le domaine de la sécurité collective, notamment avec nos voisins, c'est une coopération opérationnelle qui est très, très, très pragmatique. C'est-à-dire, quand vous prenez l'organisation de la défense en zone militaire, qui sont au nombre de 7, ou en légion de gendarmerie, qui sont au nombre de 6, qui vont bientôt passer à 7 comme les zones militaires, il y a une coopération frontalière, opérationnelle, donc qui est réelle. C'est plus que tous les cadres. Le cadre existe dans le cadre des mécanismes des conventions régionales, mais c'est plus important ce qui se fait dans la réalité. Donc cette coopération, elle se traduit, n'est-ce pas, par des échanges réguliers de façon périodique, mais également par des patrouilles communes. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les forces de défense et de sécurité qui sont logées au niveau des espaces frontaliers, outre les mécanismes de coopération qui existent, ils collaborent réellement avec leurs vis-à-vis qui sont situés de l'autre côté des frontières pour assurer la sécurité de nos frontières communes. Alors, pour être dans l'air du temps par rapport à cette immigration clandestine, les jeunes choisissent de prendre les océans au prix de leur vie. La question c'est de savoir, est-ce que les armées sénégalaises sont toujours attractives, puisqu'on peut se permettre de surfer dans une comparaison, dans de grands développements, on fait de la promotion pour attirer les jeunes à venir s'inscrire dans les armées. Est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas s'arrêter sur ce cas? L'armée est-elle attractive? Si on regarde à côté, les jeunes prennent les pirogues au prix de leur vie. Alors sur ce point, je voudrais d'abord dire que je vais aborder la problématique de l'immigration clandestine sous un autre angle. Il faut savoir que la loi 2005-06 du 10 mai 2005, sur la traite des personnes et pratiques assimilées et la protection des victimes de trafic de migrants, cette loi, elle incrimine le trafic de migrants. Il ne faut pas voir les jeunes qui partent, il faut voir qu'il y a des personnes qui sont mues par un intérêt mercantile, qui sont derrière, qui cherchent à s'enrichir à travers ça. Et cette loi de 2005, dans ses articles 4 à 7, elle punit l'organisation de l'immigration clandestine de 5 à 10 ans de prison, de 1 million à 5 millions de francs d'amende. Donc il ne faut pas voir, je crois, le phénomène, mais il faut voir ceux qui l'organisent et qui cherchent à s'enrichir. Parce que ces gens-là, ils ne prennent pas les pirogues. Ils fabriquent les pirogues, ils fournissent les moyens pour acheter les pirogues, mais ce n'est pas les capitaines. Ceux qui organisent ça, cette entreprise et qui fait beaucoup de victimes, ils le font uniquement pour s'enrichir. Et ça, d'un point de vue moral, du point de vue de la loi, c'est très, 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 très mal. Et l'attractivité de l'armée pour les jeunes qui préfèrent à la place, par exemple, s'inscrire dans l'armée et ne pas aller... Je vais vous donner, moi, des chiffres. Le dernier concours que la gendarmerie a organisé, donc ouvert aux jeunes, a enregistré près de 12 000 candidats. Et présentement, les armées, le recrutement des volontaires du contingent ont également décidé d'augmenter le volume. Et je peux vous garantir que les candidats ne manquent pas. Donc les armées et la gendarmerie sont toujours attractives. Mais on a surtout besoin, pour servir dans les armées et la gendarmerie, de jeunes Sénégalais motivés,
patriote et désintéressé. Qu'est-ce qui vous différencie des anciens officiers sénégalais? Vous, colonel Diouf, aujourd'hui, il y a 30 ans, c'était quoi le profil des colonels? Alors, moi, je vais vous dire une chose, mes références, ce sont les anciens. La bonne école. Alors, Oui. j'aimerais juste aborder une dernière question avant qu'on se quitte. Le chef de l'État a beaucoup insisté aujourd'hui sur les efforts supplémentaires à déployer pour lutter contre le trafic illicite de bois. J'ai envie de dire, est-ce que c'est le dispositif mis en place qui n'est pas suffisamment efficace, qui fait qu'encore on ait des passeurs qui arrivent à faire circuler cette marchandise illicite? Alors, ce n'est pas le dispositif qui n'est pas efficace. Je peux vous dire que l'action de lutte contre le trafic illicite de bois et toutes les autres formes de trafic, notamment dans les espaces frontaliers, c'est une action quotidienne de sécurité publique, notamment exercée par la gendarmerie à travers des visites de secteur, la recherche du renseignement. Mais pour ça, on a besoin, encore une fois, de la collaboration des populations. Vous ne l'avez pas. Si on l'a, ce n'est pas suffisant. Il faudrait qu'elle soit encore beaucoup. Parce que ce sont les populations qui voient des indices, qui savent ce qui est, qui voient ce qui est pas nous. La sécurité, elle est lacunaire. On ne peut pas mettre partout des gendarmes. Les gens font des patrouilles à la résidence, ils reviennent, ils se remettent en condition, ils repartent, ainsi de suite. Et entre deux patrouilles, il peut se passer beaucoup de choses. Mais c'est dans ces conditions qu'on a besoin de la collaboration des populations pour assurer leur Il n'y a pas une sécurité. certaine corruption derrière? Oui, corruption, non. Il y a une loi de l'omerta qui est, à mon avis, qui s'explique par des trucs culturels, des considérations culturelles. Mais des fois aussi, il y a des considérations, on va dire, économiques ou intéressées. Alors, Voilà, vous êtes un professionnel de la gendarmerie. Est-ce qu'il est facile de gérer le type sénégalais en termes de sécurité? Papy, c'est la dernière question. Le type sénégalais, comme vous l'avez dit, nous... Il n'est pas gérable facilement? Non, il est très exigeant. Et quand le Sénégalais est exigeant, c'est bon pour nous parce que ça nous oblige à plus de devoirs. Merci. Colonel Pape Diouf, merci, le chef de la chaîne emploi et opération de l'état-major de la gendarmerie nationale. Merci également à Papis Diao et à vous qui nous suivez de partout. Retrouvez-nous demain à la même heure sur nos antennes. Passez d'excellents moments.